William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, deuxième partie. Vraiment, cela est indéniable, du moins en ce qui a trait aux individus. Ils sont nombreux à soutenir l'état actuel, quelque imparfait qu'il soit. Il y a ces oppresseurs inconscients, confortablement installés, qui craignent tout changement au-delà de la réforme la plus bénigne et la plus graduelle. Il y a aussi ces gens pauvres dont les vies sont dures et pleines d'anxiété, qui redoutent le moindre changement car le geste le plus infime en vue d'une éventuelle amélioration de leurs conditions pourrait mettre en péril le peu qu'ils possèdent. Ainsi, nous ne pouvons rien faire en ce qui concerne les riches, sinon tâcher de leur faire peur, et il nous est extrêmement difficile de donner aux pauvres la possibilité d'espérer. Rien de plus raisonnable, par conséquent, que ceux que nous tentons d'enrôler dans ce grand combat pour une vie meilleure réclament que nous leur donnions quelques aperçus de ce à quoi cette vie ressemblerait. Cette demande est raisonnable, certes, mais elle est difficile à satisfaire car le système dans lequel nous vivons rend presque impossible l'effort conscient de reconstruction. Il n'est donc pas déraisonnable de répondre: d'incontournables obstacles empêchent tout progrès réel de l'humanité. Nous pouvons vous les décrire. S'ils viennent à disparaître, alors vous verrez. J'ai la ferme intention de répondre ici à ceux qui se disent qu'au moins pour le moment, nous ne sommes pas entièrement démunis et qui redoutent de se retrouver dans une situation encore plus pénible et de tout perdre. Malheureusement, dans mon effort pour décrire comment nous pourrions vivre, il me faudra parler en des termes presque exclusivement négatifs, c'est-à-dire que je devrais démontrer que nous échouons dans nos tentatives de nous donner une vie passable. Aux riches, aux gens aisés, il me faut demander: vous qui craignez tellement de perdre votre position que vous seriez prêt à tout pour la conserver, en quoi au juste consiste-t-elle cette position? Serait-il si malheureux, si effroyable de devoir l'abandonner? Aux pauvres, je dirais que bien que vous ayez toutes les aptitudes pour vivre une vie digne et productive, votre condition actuelle vous oblige à subir des indignités constantes et infinies. Comment vivons-nous donc dans le système actuel? Faisons ensemble un tour d'horizon. La première chose à comprendre est que notre système social est construit sur la base d'un état de guerre permanent. Y en a-t-il parmi vous qui trouvent cela normal? Je sais que l'on vous a souvent parlé des bienfaits de la compétition, principe de toute la production censé stimuler le progrès de l'humanité. Mais ceux qui vous répètent ces choses devraient, par souci d'honnêteté, préférer au terme de compétition celui de guerre. Vous pourriez alors juger en toute connaissance de cause si en effet la guerre stimule le progrès, un peu à la façon d'un taureau enragé qui vous pourchasserait dans votre jardin. La guerre, la compétition, donnez-lui le nom que vous voulez, la vérité est que cela signifie au mieux la recherche pour soi-même d'un avantage même s'il porte préjudice à autrui, et que vous devez être prêt à tout détruire, à détruire même tout ce que vous possédez si vous ne voulez pas perdre le combat. Quand il s'agit de ces guerres où les gens n'ont d'autre choix que de tuer ou d'être tués, de ces guerres au cours desquelles on lance des bateaux avec pour seuls ordres de couler, de brûler et de détruire, vous comprendrez cela parfaitement. Mais quand il s'agit de cette autre guerre, que l'on nomme le commerce, vous ne semblez pas même conscient de tout ce gaspillage de biens. Notez pourtant que ce gaspillage a bel et bien lieu.